Coucou, c'est Nicolas. Voici une vidéo créée pour t'apporter des informations sur notre existence, plus précisément sur le chemin de l'évolution et les différentes mutations qui ont permis d'en arriver au stade actuel. Certaines personnes pensent qu'on descend des dinosaures, d'autres des singes. D'autres encore suivent leur formatage religieux et pensent donc que les humains ont été créés par un ou plusieurs pseudo-êtres supérieurs qu'ils appellent Dieu, et qui se nomment différemment selon la religion polythéiste ou monothéiste imposée principalement par leurs ascendants. Pourtant, les humains existaient largement bien avant ces premières histoires, vraiment bien avant. C'est parti pour cette étude phylogénétique. Je vais commencer à la période où notre système solaire s'est formé, il y a 4570 millions d'années. Notre planète, la Terre, s'est formée il y a 4540 millions d'années. Au début de son existence, rien ne pouvait vivre dessus, c'était une boule en fusion. Il y a 4400 millions d'années, l'hydrosphère s'est formée et l'atmosphère a tellement refroidi que l'eau a commencé à tomber en forme de pluie. Il y a 4200 millions d'années, et pendant 200 millions d'années, la Terre avait subi énormément de bombardements d'astéroïdes couverts de glace. Il y a 4 milliards d'années, une protocroûte continentale est aussi présente. Il y a 3850 millions d'années, le dioxygène avait commencé à être produit. La quantité significative de dioxygène avait été atteinte il y a 2450 millions d'années. Pendant qu'à la surface, la température dépassait largement les 50 degrés Celsius, dans les océans, les premières bactéries unicellulaires étaient apparues il y a 3800 millions d'années. Cette première vie a finalement pris la forme d'une cellule, capable de maintenir l'intégrité d'un individu par rapport à l'environnement. Il est capable aussi de se répliquer en produisant d'autres individus semblables. Les premiers êtres vivants étaient uniquement des bactéries qui tiraient leur énergie de réaction d'oxydoréduction. Elles respiraient les nitrates ou les sulfates, certaines utilisaient l'énergie solaire mais faisaient une photosynthèse qui ne libérait pas d'oxygène mais du soufre ou du sulfate par exemple en oxydant une source d'hydrogène comme des sulfures. Il y a 3420 millions d'années, des bactéries arrivaient à construire des structures laminaires souvent constituées de calcaire appelées stromatolites. Ces stromatolites ont contribué à créer notre atmosphère riche en dioxygène et la couche d'ozone qui ont permis le développement d'une vie terrestre et océanique plus complexe. Il y a un peu plus de 2 milliards d'années, certaines de ces bactéries photosynthétiques ont réussi à utiliser la source d'hydrogène combinée, à savoir l'eau. Et l'hydrolyse de l'eau, source d'énergie la plus efficace, libère de l'oxygène gazeux. Tout aurait pu s'arrêter là car à ce moment-là, le dioxygène était en forte concentration et il était devenu un toxique violent. Mais les bactéries capables de respirer nitrate ou sulfate ont à leur tour réussi à se transformer et il est apparu parmi elles des bactéries capables de respirer le dioxygène en se prémunissant contre les dangers des dérivés toxiques. Cette respiration s'étant répandue avait eu pour conséquence, il y a 1600 millions d'années, l'apparition des eucaryotes par transformation en mitochondries puis en chloroplastes de bactéries respirant ou produisant du dioxygène respectivement. Les eucaryotes ont des cellules dont l'ADN est dans un noyau. Voici la différence entre prokaryotes et eucaryotes. Les prokaryotes sont des micro-organismes unicellulaires dont la structure cellulaire ne comporte pas de noyau et presque jamais d'organites membranés. Les prokaryotes actuels sont les bactéries et les archées. Les eucaryotes se caractérisent par la présence d'un noyau et généralement d'organismes spécialisés dans la respiration délimités par des membranes. Ils présentent souvent une reproduction de type sexué pour pouvoir se reproduire. Les eucaryotes unicellulaires sont appelés protistes. Les eucaryotes pluricellulaires sont divisés en 3 règnes: les fonges, les champignons, les métaphytes, les végétaux chlorophylliens, et les métazoaires, les animaux pluricellulaires. Toutes les formes de vie sur Terre ont en commun l'ADN. Le domaine des eucaryotes comprend 2 clades. Un clade, c'est un groupe, pour information. Les bicontes, qui représentent les cellules eucaryotes, possédant primitivement 2 flagelles antérieurs, les tirant en avant et qui à l'origine des plantes vertes, et les unicontes, qui représentent les cellules eucaryotes possédant originellement un unique flagelle postérieur propulsif et qui regroupent amibozoaires et opistocontes. Pour information, la flagelle est une structure assurant la mobilité d'une cellule. Un spermatozoïde, par exemple, est un uniconte et sa flagelle est la longue queue qui lui permet d'avancer dans les trompes utérines pour atteindre l'ovule. Les opistocontes sont apparus il y a 1100 millions d'années, ils utilisent du glycogène. Ce super règne comprend 2 groupes, les holomycota avec les champignons et les holozoaires avec les animaux. Les holozoaires comportent les mésomycétozoaires, les corallochitrea et les phyllozoaires. Les phyllozoaires comportent les choanoflagellés, les phylastériens et les métazoaires. Les métazoaires possèdent des cellules formant des tissus et leur alimentation ne se fait pas par absorption, contrairement aux champignons. Il y a 635 millions d'années apparaissaient les animaux. Ce sont des êtres vivants se nourrissant de substances organiques. Contrairement au langage courant, ici, le terme animaux utilisé en langage biologique inclut les humains. Tous les animaux ont besoin d'eau, du dioxygène comme carburant et de matière organique provenant d'autres organismes comme de nourriture. Le règne des animaux est regroupé en 3 groupes. Les placozoaires, qui sont des métazoaires aplatis présentant un plan d'organisation particulièrement simple, mais ne présentant ni symétrie, ni bouche, ni tube digestif, ni système nerveux. Les éponges qui ont un squelette composé de spicules, et les eumétazoaires qui ont une cavité digestive unique, un système nerveux et des cellules musculaires. Parmi eux, on trouve les cnidaires, comme les méduses et les coraux, et les bilatériens.
Les bilintériens ont une symétrie bilatérale, d'où leur nom, ayant un côté droit et un côté gauche. Ils incluent la majorité des animaux connus, comme les mammifères, les insectes ou les mollusques. Les bilintériens ont aussi souvent un ventre et un dos, un avant et un arrière, en plus d'avoir un côté droit et un côté gauche. Le sous-règne des bilintériens est divisé en deux groupes distincts, selon que, lors du développement embryonnaire, la bouche apparaît avant ou après l'anus. Les protostomiens, que sont principalement les arthropodes, comme les araignées, et les mollusques, comme l'escargot, où dans ce cas-là, la bouche apparaît en premier, et les deutérostomiens, que sont les vertébrés et les épinodermes, où là, la bouche apparaît en second, après l'anus. Les néphrozoaires sont caractérisés notamment par l'existence d'une cavité, le cellum, contenant le tube digestif. Les deutérostomiens ont été historiquement caractérisés par leur formation secondaire de la bouche par rapport à l'anus, car après la phase de gastrulation, le blasphore deviendra l'anus, la bouche nécessitant le percement d'un port secondaire à la mise en place des tissus. L'infrarègne des deutérostomiens regroupe les échinodermes et les pharyngotrèmes. Les échinodermes ont le squelette dans la peau, alors que les pharyngotrèmes possèdent un squelette interne et un tube neural. Ces derniers regroupent les hémichordés, que sont les vers marins, et les chordés. Les chordés possèdent une corde, ça s'écrit C-H-O-R-D-E, une structure embryologique dont le nom provient de la notocorde, une lamelle cartilageuse située du côté dorsal de l'animal, forme la plus élémentaire d'un endosquelette. L'embranchement des chordés réunit plusieurs sous-embranchements, les céphalochordés qui ont la corde en avant de la bouche, les vétulicoléens qui étaient une espèce d'organisme marin ayant vécu entre il y a 540 et 485 millions d'années, et les olfatoréens, depuis 530 millions d'années, qui ont le sens de l'olfaction, l'odorat. Ce dernier groupe comprend les tuniciers, qui possèdent une tunique produite par l'épiderme et recouverte d'une cuticule, et les crâniers, qui possèdent un crâne protégeant la partie antérieure du système nerveux et regroupant les myxines et les vertébrés. Les crâniers se caractérisent par des plaques dentigères chez les myxinoïdes ou une mâchoire chez les vertébrés, l'apparition d'un crâne osseux ou cartilageux portant les capsules olfactives, optiques et auditives. Les myxines possèdent un crâne mais sont dépourvus de colonne vertébrale. On les appelle cochons des profondeurs car ils sont nécrophages et dégradent donc tous les animaux morts se déposant dans les fonds marins. Ils pénètrent dans le corps des poissons morts en trouant leur peau, puis raclent le corps de l'intérieur. Les vertébrés, eux, regroupent l'ensemble des poissons, avec ou sans mâchoire, ainsi que les tétrapodes. Ils possèdent un système osseux ou cartilageux qui comporte en particulier une colonne vertébrale. Le sous-embranchement des vertébrés est divisé en deux groupes, les lamproies, qui ont une bouche en forme de ventouse, et les gnatostomes qui possèdent des mâchoires. Cet infra-embranchement des gnatostomes comprend les chondrichthiens, les poissons cartilageux, comme le requin, les ostéichthiens, les poissons osseux, définis aussi comme les eutéléstomes. Parmi ce second groupe, il y a les actinoptérygiens, qui comprennent les poissons à nageoires rayonnées, et les sarcoptérygiens. Les sarcoptérygiens ont des appendices pairs, charnus et attachés au corps par une seule pièce, humérus ou fémur. Leurs dents sont couvertes d'émail, le poumon devient fonctionnel et il est muni d'alvéoles. Ce groupe comprend les actiniciens, qui ont une queue à 3 lobes, et les ripidisciens. Les ripidisciens sont des vertébrés marins caractérisés entre autres par une nageoire dorsale en forme de voile en éventail et la présence d'une cavité latérale dans la capsule nasale. Ils sont considérés comme les ancêtres directs des porolépiformes, des poissons osseux à membres charnus ayant vécu il y a environ 419 à 359 millions d'années, des dipneutres, des poissons pulmonés, et des tétrapodes. Il y a 400 millions d'années, certains animaux sont sortis de l'eau. Cette période est notamment marquée par d'importantes crises biologiques qui appauvrissent la vie marine et favorisent la conquête des terres émergées par les plantes chlorophylliennes il y a environ 500 millions d'années et par plusieurs grands groupes d'animaux, essentiellement les mollusques, les arthropodes et les vertébrés il y a donc 430 millions d'années. Il y a 380 millions d'années, les tétrapodes apparaissaient, leur squelette comporte habituellement 2 paires de membres et la respiration est pulmonaire. Cette superclasse est composée de 4 classes, les amphibiens, les reptiles, les oiseaux et les mammifères. Les 3 derniers sont regroupés dans un clade appelé amyote car ces animaux disposent d'un sac amniotique protégeant l'embryon et par la suite le fœtus. Les reptiles et les oiseaux ont comme ancêtres communs les sauropsidés, apparus il y a 312 millions d'années et qui étaient à l'époque constitués principalement de dinosaures. Les thérapsidés et les pélicosaures ont comme ancêtres communs les synapsidés qui possèdent une quille sous les vertèbres cervicales et des écailles soudées. Les pélicosaures étaient apparus il y a 312 millions d'années mais n'existent plus depuis longtemps. Les thérapsidés évoluèrent en différentes lignées de carnivores et d'herbivores peu après leur apparition. Il y a 220 millions d'années apparaissaient les mammifères, des animaux vertébrés qui ont pour caractéristique principale que les représentants femelles allaitent leurs juvéniles à partir d'une sécrétion cutanéo-glandulaire spécialisée appelée lait. Le cœur est constitué de 2 demi-cœurs, chacun composé d'un ventricule et d'une oreillette. Le cerveau est pourvu d'une couche supplémentaire de tissu nerveux appelé néocortex.
Et cette classe de mammifères est divisée en 3 sous-classes. Les prototériens, avec les monotrèmes qui pondent des œufs mais qui allaitent leurs petits. Les allotériens, qui ne comprennent que des espèces éteintes. Et les terriens. Les terriens comprennent à la fois les placentaires et les marsupiaux. Et ils portent leurs petits dans une matrice utérine durant toute une partie de leur développement puis les mettent au monde. Ils sont donc vivipares au lieu d'ovipares. Les métatériens, constitués de taxons éteints et de la cohorte des marsupiaux, chez qui le développement des petits débute d'abord dans la matrice maternelle grâce à un placenta rudimentaire, mais se déroule en grande partie après naissance à un stade encore larvaire. Et les eutériens, constitués de taxons éteints et de la cohorte des placentaires, chez qui la majeure partie du développement des petits prend place dans la matrice maternelle avec la naissance d'un juvénile. Les êtres de cette infraclasse se distinguent des autres mammifères par divers aspects squelettiques et systémiques, un système pulmonaire, un système urinaire, un système digestif, un système reproductif. Par rapport aux métatériens, il existe des différences évolutives dont les résultats sont pour les mâles un pénis non bifide et pour les femelles des trompes utérines débouchant dans une cavité utérine commune, elle-même débouchant sur un vagin unique. Ce clade est divisé en 2 groupes, les aclantogénata, rassemblant le groupe des afrotériens et celui des énartres, et les boréotériens, qui depuis 90 millions d'années s'est divisé en 2 groupes, les euarchontoglires et les laurasientériens. Les laurasientériens regroupent les hérissons et les taupes, les chauves-souris, les félins, les chiens, les chevaux, les baleines. Et le supérieur des euarchontoglires regroupe des gliriformes avec entre autres les rongeurs, les lapins et les euarchontes. Chez les euarchontes, les mâles ont le caractéristique d'avoir un pénis externe qui pend et qui n'est pas soudé à la naine sur tout le long. Les euarchontes comprennent les ordres des scandantiens, des dermoptères et des primates. Les scandantiens comprennent les toupailles. Les dermoptères comprennent les lémures volants. Et donc, depuis 75 millions d'années, l'ordre des primates regroupe les strepsirrhiniens, comme les lémuriens, et les aplorhiniens, qui ont perdu la truffe au profit du nez et qui ont aussi perdu les moustaches sensitives. Il y a 46 millions d'années, ce sous-ordre des aplorhiniens s'est séparé en 2 infraformes, les simiformes et les tarsiformes. Les tarsis sont caractérisés par leurs yeux énormes et leurs pieds très développés. Les simiformes, plus communément appelés les singes, se divisent en 2 grands groupes correspondant à leur répartition géographique. Les cathariniens, dont on fait partie, qui désignent les singes de l'Ancien Monde, en Asie et en Afrique, et les platyrrhiniens, qui désignent les singes du Nouveau Monde, en Amérique, et qui comprend entre autres les ouistiti. Les cathariniens sont caractérisés par une face courte et verticale, des narines rapprochées, car séparées par une fine cloison, ouverte vers le bas, contrairement aux platyrrhiniens, qui possèdent des narines orientées latéralement et largement séparées. Beaucoup de cathariniens ont une vie diurne qui préfigure celui de l'homme, actifs le jour, ils dorment la nuit. Ce micro-ordre des cathariniens s'est coupé en 2 groupes. Les cercopithèsidés, qui sont apparus il y a 26 millions d'années, et qui comprend notamment les cercopithèques, les cynocéphales et les macaques, et les hominoïdes, apparus avant, il y a 34 millions d'années. Chez ces derniers, les vertèbres terminales se sont atrophiées et soudées pour former un coccyx. Il y a 23 millions d'années, certains groupes d'hominoïdes ont colonisé l'Asie et l'Europe, formant notamment les hylopatidés, les gibbons, et les hominidés, apparus il y a 20 millions d'années. Il y a 16 millions d'années, la famille des hominidés s'est subdivisée à son tour en 2 sous-familles, les ponginés, qui sont représentés par les orang-outans, et les homininés, donc les gorilles, les chimpanzés et les hommes. Dans la sous-famille des homininés, il y a 11 millions d'années environ, les hominini ont divergé des gorillini, les gorilles, et il y a environ 8 millions d'années, chez les hominini omnivores, les hominina auraient divergé des panina, une sous-tribu qui comprend les chimpanzés et les bonobos. Il y a 7,9 millions d'années, les hominiens incluaient le genre Homo et les genres éteints apparentés tels que les australopithèques ou les paranthropes. La bipédie est le caractère le plus frappant de la sous-tribu des hominiens. À cette époque, suite au contexte climatique, l'Afrique de l'Est reçoit très peu de pluie, ce qui entraîne le recul des forêts au profit de la savane. L'apparition de la bipédie a favorisé les individus qui se trouvaient dans la savane. Ce mode de locomotion adapté à ce type de milieu ouvert constitue cependant un désavantage dans les zones occupées par la forêt. Les premiers bipèdes apparus à l'ouest n'étant pas adaptés, ils n'ont donc pas survécu, ce sont des grands singes qui ont donc continué à occuper ces forêts de l'Afrique de l'Ouest. Il y a près de 3 millions d'années, en réaction à un assèchement du climat en Afrique de l'Est, une divergence évolutive a donné d'un côté les paranthropes et de l'autre le genre Homo. La sélection naturelle pourrait avoir joué un rôle significatif par l'adaptation à un couvert végétal de moins en moins arboré. Il y a environ 2,4 millions d'années, en Afrique de l'Est apparaissait Homo rudolfensis. Il mesurait environ 1,60 m pour un poids d'environ 50 kg. Il y a environ 2,3 millions d'années apparaissait l'Homo habilis. Les sujets masculins mesuraient de 1,30 m à 1,40 m et pesaient au maximum 45 kg. L'espèce présente un fort dimorphisme sexuel, les femelles étant beaucoup plus petites que les mâles. L'Homo habilis maîtrisait la bipédie permanente et avait cohabité en Afrique avec des espèces d'australopithèques et de paranthropes pendant un bon bout de temps et avec son descendant Homo ergaster.
À partir d'environ 2 millions d'années, les fossiles d'Homo ergaster attestent d'une bipédie devenue exclusive, avec des membres antérieurs nettement plus courts que les membres postérieurs et la présence d'une voûte plantaire. Les jambes sont plus longues que la hauteur du torse et adaptées à la marche, d'endurance et à la course. C'est Homo ergaster qui, le premier, s'affranchit des arbres. Il découvre l'usage du feu mais ne le maîtrise pas encore. Il se nourrit de viande et taille la pierre en biface. Il a coexisté un moment avec Homo habilis. Il a 1 million d'années, voire un peu plus, Homo erectus est l'humain qui, comme son nom l'indique, se tenait correctement debout. Il a une capacité crânienne plus développée qui lui permet de fabriquer les premiers vrais outils. Il a dû s'affranchir de sa peur naturelle du feu avant de pouvoir le domestiquer. Il y a 700 000 ans, Homo heidelbergensis était une espèce éteinte du genre Homo, dont la taille des individus était d'environ 1,65 m pour les hommes et 1,55 m pour les femmes. De là sont descendus les Néandertaliens qui ont vécu jusqu'à environ 30 000 ans avant le présent. Ces hommes soignaient leurs malades, enterraient leurs morts et taillaient la pierre. L'homme de Néandertal n'est en aucun cas l'ancêtre ou le descendant de l'Homo sapiens, comme on a pu beaucoup l'entendre. Il s'agit de deux espèces bien différentes, cependant Homo sapiens et les Néandertaliens ont cohabité et certains d'entre eux avaient même pu se métisser. Dans ce cas, on pourrait même dire que Homo sapiens et l'homme de Néandertal auraient fait partie de la même espèce. Homo rhodesiensis est une espèce éteinte du genre Homo qui a vécu il y a environ 700 000 ans à 300 000 ans. Cette espèce est plus proche de l'Homo sapiens que l'Homo heidelbergensis. Il y a 300 000 ans, Homo sapiens est une espèce de primate originaire d'Afrique qui s'est aujourd'hui répandue et naturalisée sur l'ensemble de la planète, hormis l'Antarctique. Son cerveau est plus volumineux et sa pilosité est moins développée. La femme possède une ménopause. Par rapport au reste du règne animal, l'Homo sapiens se distingue par la complexité de ses relations sociales, l'utilisation d'un langage articulé, élaboré, transmis par l'apprentissage, la fabrication d'outils, le port de vêtements, la maîtrise du feu, la domestication de nombreuses espèces végétales et animales, ainsi que l'aptitude de son système cognitif à l'abstraction, à l'introspection et à la spiritualité. Voici maintenant une représentation graphique de l'évolution chronologique de l'espèce humaine et de tous ses ancêtres depuis le premier signe de vie qui n'était qu'à l'époque qu'une bactérie monocellulaire pendant plusieurs milliards d'années. Cette évolution aurait pu se terminer bien avant, ou d'autres mutations auraient pu apparaître et faire changer toute l'histoire, voire même ne jamais eu comme conséquence notre existence même. Et pourtant, en plus des évolutions causées par les mutations génétiques au fil du temps, d'autres évolutions cette fois-ci techniques ont aussi fait leur apparition durant ces derniers milliers d'années. Il y a 35 000 ans, l'Homo sapiens, seul représentant actuel du genre Homo, inventait l'art, la gravure et la sculpture. Il y a 20 000 ans, les hommes inventaient l'aiguille qui permet la couture. Il y a 13 000 ans, tous les supports sont utilisés par l'Homo sapiens pour représenter graphiquement son environnement. Il y a 10 000 ans, les hommes passaient du stade de la cueillette et de la chasse à une économie fondée sur l'agriculture. Et il y a 5000 ans, naissait en Mésopotamie l'écriture. Pour les personnes qui pensent encore à ce moment-là que l'homme avait été créé par un ou plusieurs êtres supérieurs, les religions les plus vieilles ne datent que de 50 000 ans. À la base, ce n'étaient que des religions de chasseurs-cueilleurs. Et le culte est toujours pratiqué dans certains endroits d'Australie. On l'appelle actuellement le totémisme. Il y a 40 000 ans, le chamanisme amérindien apparaissait en Amérique du Nord, comme bien d'autres religions exclusivement pratiquées par des peuples à la culture orale, ne disposant pas de structure étatique. Ces religions se caractérisent notamment par une absence de divinité, un rôle primordial des âmes et la notion de malheur contrepartie. Pour ce qui est des religions polythéistes, avec donc plusieurs dieux, les premières datent il y a environ 5500 ans, et la plupart n'existent plus à ce jour, il ne reste que très peu d'entre elles, comme le jaïnisme. Les religions monothéistes, avec donc un seul dieu, ont été créées beaucoup plus tard, il y a approximativement 2700 ans. Pour la plus ancienne, le bouddhisme présectaire, qui s'est séparé à la suite en 3 branches, le judaïsme date de 2600 ans, le christianisme date de 2000 ans seulement, et l'islam est encore plus récent et date que de 800 ans. Bref, les humains existaient déjà bien avant ces religions, et on estime à plus de 10 000 religions créées par les humains à ce jour. Certaines raisons ont pu expliquer la création de certaines d'entre elles, quand on ne savait pas expliquer, par exemple, l'origine de la pluie, du soleil, des planètes, des phénomènes qui à l'époque ne pouvaient pas être expliqués suite à l'absence d'outils scientifiques pouvant décrire ces phénomènes, leurs causes et leurs conséquences. Et il est clair qu'à notre époque actuelle, et avec tous nos outils technologiques actuels et toutes les expériences scientifiques et biologiques, on peut remettre en cause l'existence des religions. Surtout que ces religions cherchent à rassembler le maximum de fidèles, quitte à avoir recours aux conversions forcées, aux massacres et aux guerres. Elle pratique le lavage de cerveau, l'endoctrinement, la restriction de la liberté de penser, d'où le fait que j'ai utilisé tout à l'heure le mot de formatage au début de la vidéo. Ces religions sont donc des inventions humaines qui permettent à des humains d'asservir d'autres humains. Elles ont pu avoir une utilité à certaines époques, comme pour expliquer des phénomènes qui ne pouvaient pas être expliqués à l'époque. Ce n'est plus le cas actuellement. Avec tous les éléments actuels, on a pu décrire le processus d'évolution qui nous a permis, nous, d'être à ce stade où on en est actuellement.
Tout phénomène depuis un peu plus de 14 milliards d'années, la formation des galaxies, des systèmes stellaires et planétaires, et tout ce qui a fait que nous vivons actuellement ont été expliqués, prouvés. Nous vivons dans un monde où on sait d'où on vient, contrairement à toutes les autres espèces, tous les autres êtres vivants qui ne peuvent pas comprendre le monde qui les entoure et ce qui fait qu'ils existent actuellement. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura appris des choses. Si elle t'a intéressé, montre-le moi en mettant un pouce en l'air. Tu peux aussi t'abonner à ma chaîne, c'est gratuit. À bientôt pour une prochaine vidéo.